Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Alors que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié hier un décret interdisant les obligations de vaccination dans son État, l'éminente avocate Sidney Powell poursuit le ministère de la Défense américain pour empêcher le Pentagone d'exécuter l'obligation vaccinale contre le Covid-19. Son groupe basé au Texas, Defending the Republic, a annoncé mercredi qu'il avait déposé une plainte contre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, au nom de 16 militaires en service actif, pour soutenir leur droit constitutionnel de rejeter le vaccin contre le coronavirus. Je cite : « Par le dépôt de cette plainte, nous clarifions que ces militaires, ceux qui servent leur pays avec honneur, ne sont pas la propriété du gouvernement américain et la Constitution ne leur permet pas d'être traités comme tels. » Fin de citation. Les plaignants sont notamment, je cite, « celles qui sont naturellement immunisées contre le Covid-19, les femmes qui souhaitent devenir enceintes ou celles qui souffrent de maladies pour lesquelles il n'existe pas de données d'essais cliniques. » Fin de citation. La plainte légale nomme également le secrétaire à la santé et aux services sociaux Xavier Becerra et la commissaire par intérim de la Food and Drug Administration, Janet Woodcock, comme défendeurs. Le ministère de la Défense a annoncé lundi que ses 700 000 employés civils seront entièrement vaccinés avant la date limite du 22 novembre. Ce procès n'est pas le premier à être déposé en réponse aux réglementations fédérales américaines récemment promulguées concernant les vaccins. À la fin du mois dernier, un groupe d'employés fédéraux a poursuivi l'administration Biden, demandant au tribunal de déclarer les décrets contre les employés fédéraux et les entrepreneurs illégaux. L'un des plaignants a été identifié comme étant l'agent des services secrets américains, Lionel Klein. Parce que Klein a déjà contracté et récupéré du Covid-19, les avocats disent qu'il a maintenant suffisamment d'anticorps pour éviter de futures infections et n'a donc pas besoin d'être vacciné. Alors toujours en lien avec l'épidémie de Covid-19, mais cette fois en Chine, selon des documents internes, confidentiels mais divulgués, le régime chinois a mis en garde les autorités locales de se préparer à une épidémie à grande échelle de Covid-19 cet hiver. Les documents préconisent notamment la création de grands centres d'isolement. Le document est intitulé « Avis de renforcement supplémentaire de la prévention des épidémies » et a été publié par le Conseil d'État du régime chinois. Il a été transmis par le gouvernement provincial du Fujian aux autorités locales le 30 septembre. Les documents sont tous deux marqués « extra urgent ». Les deux avis demandent des préparatifs renforcés pour une réponse d'urgence à l'épidémie, le Parti communiste chinois proposant au moins 2 normes pour les autorités locales. L'une consiste à construire des sites d'isolement centraux selon un ratio précis par rapport à la population. Selon les données publiques, la population de la province du Fujian en 2020 était de 41 millions d'habitants. Au 19 septembre, la province avait mis en place 35 691 salles de quarantaine dans 296 sites centraux. Alors sur la base de la norme fixée dans l'avis, la province du Fujian devra construire au moins 83 000 chambres de quarantaine d'ici la fin octobre, soit environ 47 000 chambres en moins d'un mois. Selon un expert, les exigences pour les sites de quarantaine Covid-19 révèlent la situation réelle de la pandémie en Chine. Sun Lin, un ancien chercheur en virologie à l'Institut de recherche de l'armée américaine, a déclaré « Cela reflète l'inquiétude du PCC face à la montée de l'épidémie. Cela doit cacher la véritable épidémie en Chine continentale, sinon il ne publierait pas soudainement un avis national de préparation aux situations d'urgence. » Fin de citation. Cet avis de renforcement supplémentaire de la prévention des épidémies nécessite la mise en place d'un système de contrôle à 5 niveaux. Il déclare « Les cadres du parti, de la ville et de la rue, le personnel du réseau communautaire, les travailleurs médicaux de base, la police et les bénévoles doivent conjointement mettre en œuvre la prévention communautaire des épidémies, comme appliquer strictement la prévention et le contrôle communautaire ou verrouiller les communautés résidentielles. » Lin a déclaré que le système de contrôle servira à renforcer la gestion sociale dans les zones locales. S'il n'y a pas de test d'acide nucléique, toutes les mesures de prévention des épidémies du PCC sont les mêmes que les campagnes politiques. Par exemple, vous pouvez être mis en quarantaine à tout moment et placé dans un site de quarantaine, a déclaré Lin. Pour finir, je voudrais vous parler d'un thème peu abordé en France, les sociétés de sécurité privées.
En Turquie, le marché de la sécurité privée a explosé ces dernières années. Mais la société Sadat se distingue des sociétés de sécurité privées turques traditionnelles, qui se concentrent sur la protection des dirigeants, le transport et l'évaluation des risques. La société a été fondée en 2012 et se vante d'être la première et la seule entreprise en Turquie à fournir des services de conseil et de formation militaire au niveau international dans le secteur international de la défense et de la sécurité intérieure. Alors que la plupart des entreprises militaires privées sont conduites par des motivations économiques, Sadat se distingue en raison des aspirations politiques et religieuses manifestes de son fondateur, Tanriverdi lui-même. Soutenu par Erdogan, le fondateur de Sadat déclare ouvertement avoir pour objectif la création d'une armée internationale de l'islam composée de volontaires du djihad. Alexandre Delval est professeur de géopolitique et auteur avec Emmanuel Razavi du livre Le Projet, un livre très complet consacré à l'organisation des frères musulmans. Il a écrit un article complet pour Valeurs Actuelles sur la question. En voici quelques extraits. Les autorités turques, le Qatar et nombre de pays occidentaux dénoncent régulièrement la violation de l'embargo sur les armes en Libye, notamment l'envoi par la Russie via la société de sécurité Wagner de mercenaires russes et syriens dans ce pays en appui à l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Les médias occidentaux déplorent et rappellent en permanence la présence de mercenaires syriens ou vétérans de l'armée russe recrutés et acheminés en Libye par le groupe Wagner et financés en grande partie par les Émirats. Tout cela est attesté et connu. En revanche, l'activisme militaire illégal et bien plus massif de la Turquie en Syrie, en Irak et depuis 2019 en Libye, via des milices islamistes fidèles à Erdogan, encadrées notamment par la société de mercenaires turcs Sadat International Defense Consultancy, sous la supervision de l'armée, des services spéciaux et de la présidence turque elle-même, l'est beaucoup moins, voire pas du tout. Les mercenaires islamistes enrôlés par Sadat et l'armée turque ne sont pas seulement des combattants non conventionnels, mais des combattants islamistes et djihadistes internationaux liés au terrorisme international. Ils menacent à quelques kilomètres de l'Italie, Lampedusa, et de Malte la sécurité même des pays de l'Union européenne. Comme le rappelle l'analyste Alain Rodier, ancien de la DGSE, Tanriverdi a déclaré dans les colonnes du quotidien turc Kabar Tork que Sadat a organisé des missions en Syrie dès 2013, puis ensuite en Libye. Le général Tanriverdi, d'accord en cela avec la pensée profonde de son mentor Erdogan, rêve d'ailleurs non seulement de voir l'État d'Israël définitivement détruit, mais ne se cache pas de son ambition de créer un peu partout des comptoirs et protectorats néo-ottomans. Sadat est bien évidemment très active à Gaza et en Palestine, notamment en soutien au mouvement terroriste djihadiste Hamas, qui bénéficie de nombreuses facilités en Turquie même. La société de mercenaires de Tanriverdi agit également à l'intérieur, comme une milice privée ou une garde présidentielle secrète au service d'Erdogan. Selon l'opposition turque, extrêmement inquiète de la dérive nationale islamiste de la Turquie, dékémalisée par Erdogan, Sadat serait de plus en plus utilisé par le président turc comme une milice politique armée. Entraînée notamment dans des camps situés à Tokat et Konya, la mission interne de cette garde prétorienne est de faire barrage à toute résistance au président et à son projet islamiste radical. Sadat Inc. travaille d'ailleurs de concert avec une organisation sœur, Assam, dont l'orientation est plus politique et qui a également été dirigée par Tanriverdi jusqu'en janvier 2020. Assam gère notamment un centre d'études stratégiques et accueille des congrès annuels dans le même but de défendre les acquis de la révolution civilisationnelle néo-ottomane accomplie par l'AKP et Erdogan. Outre Sadat, sur laquelle nous allons revenir, la Turquie d'Erdogan s'appuie depuis quelques années sur d'autres milices politiques intérieures, comme par exemple le groupe parapolicier Bekçi, gardien ou garde de nuit, une institution qui remonte à l'ère ottomane. Les Bekçi, également surnommés Aigles de la nuit, ont commencé à patrouiller dans les rues urbaines de Turquie depuis 2017, juste un an après la tentative de coup d'État militaire contre le président sultan. En vertu d'une loi votée par le Parlement par l'AKP d'Erdogan du jour au lendemain, ces étranges gardes ottomans ont le pouvoir d'effectuer des contrôles d'identité, d'utiliser la force, de porter des armes et d'appréhender les suspects.
Rappelons que la Turquie de président Erdogan, désormais dotée des pleins pouvoirs, a fait envoyer dans les geôles des dizaines de milliers de prisonniers politiques, suspendu ou limogé 150 000 fonctionnaires et membres du personnel de sécurité, purgé l'armée, la police et la gendarmerie, écarté tous les recteurs, présidents d'universités et journalistes nuisibles. Erdogan a instauré depuis lors un véritable climat de terreur au sein de l'opposition. Meral Akşener, ancien ministre turc de l'Intérieur, connu pour ses idées laïques, a quant à lui affirmé que Sadat a dirigé des camps d'entraînement pour des milices pro-gouvernementales près de la côte turque de la mer Noire. Ces institutions islamistes paramilitaires pro-Erdogan sont souvent comparées aux organisations de jeunesse armées propres à tous les régimes totalitaires, fascistes, nazis ou islamistes, également préconisées dans les textes fondateurs même des frères musulmans, dont Erdogan est le parrain avec le Qatar. La présence de mercenaires syriens, turkmènes et internationaux islamistes et djihadistes enrôlés par la société de mercenaires turcs Sadat est évaluée par les Nations Unies et les services de renseignement français entre 5 à 7 000, donc 5 à 7 fois plus que les mercenaires russo-syriens. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, très bien informé et reconnu assez objectif par les partis de tous bords, plus de 3000 autres mercenaires islamistes syriens suivraient en ce moment une formation rapide dans des camps d'entraînement en Turquie avant de gagner le théâtre d'opérations libyen. L'opposition turque et Moscou ont d'ailleurs accusé Sadat d'avoir poussé à l'escalade à Idlib, zone sous supervision turque, restée la plus grande concentration de djihadistes d'Al-Qaïda au monde, environ 12 000 hommes. Outre Al-Qaïda et ses sections du nord-ouest syrien, on se souvient du rôle plus qu'ambigu joué par la Turquie auprès de l'État islamique. Ce dernier fut en effet secrètement armé, aidé et financé par le groupe Sadat, l'armée turque et les services secrets turcs dans le cadre de la lutte prioritaire et même obsessionnelle du pouvoir d'Ankara contre les Kurdes syriens. La Turquie a abrité un nombre tellement impressionnant de camps d'entraînement djihadistes et d'ONG islamistes qui les financent que la Turquie d'Erdogan est devenue, selon certains, un véritable sanctuaire pour toutes sortes de groupes islamistes radicaux. Al-Qaïda et l'État islamique ont pu ainsi utiliser le territoire turc pour s'entraîner, recruter puis lever des fonds et aides logistiques. À partir de l'année 2015, les liens entre le régime d'Erdogan et l'État islamique ont été mis au grand jour et ne sont plus niés par personne, même si nombre de généraux patriotes turcs et fonctionnaires du renseignement turc, et pas seulement l'opposition progressiste et kémaliste, l'ont déploré. Des hauts responsables turcs, dont le gendre du président Erdogan, ont été impliqués dans l'achat de pétrole de l'État islamique via des sociétés écrans. En 2015, la Russie a même révélé que le fils d'Erdogan, Bilal, achetait du pétrole syrien à l'État islamique, tandis qu'en 2014, l'État islamique a lancé une attaque contre la ville syrienne d'Ain al-Arab, tenue par les Kurdes, depuis le territoire turc. Les hydrocarbures de contrebande de Daesh furent vendus durant des mois le long de la frontière turque, sans que les pays occidentaux ne réagissent. Joseph Fallon, expert antiterroriste, chercheur associé au UK Defense Forum, a expliqué en détail sur Fox News le 11 septembre 2017 comment l'État islamique a pu voler, déverser et organiser la contrebande de pétrole dans tout l'Irak et en Syrie avec la complicité de la Turquie. Enfin, un rapport confidentiel des services secrets turcs de 19 pages qui a fuité en 2015, soit juste avant la purge de l'armée et des militaires kémalistes par Erdogan, a mis en évidence les interconnexions du président turc avec plusieurs groupes islamistes radicaux internationaux et terroristes djihadistes. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Prenons soin les uns des autres et à très bientôt.